Non, mais Pelé, il a révolutionné le foot. On peut pas ne pas le mettre dans les meilleurs de tous les temps. Alors là, c'est le top 10 le plus millennials qu'on ait jamais vu. Le problème, c'est qu'à la perte de balle, le pressing, il est pas dans les 5 secondes. Hein. Johan Cruyff, il te dit vas-y, Beckenbauer, vas-y, va la chercher. Et Francesco Totti, c'est un scandale. Bon, c'est un scandale. La gestion des stars, là, elle va être sympathique. Hein. C'est qu'il a changé le mode de communication de l'entraîneur. Et ça, il va laisser une trace indélébile. Et Guardiola s'en inspire aujourd'hui. Alors qu'il était beaucoup plus lisse avant. Aujourd'hui, il n'hésite pas à tacler un petit peu les journalistes. Le football, c'est un sport de grand rendez-vous. C'est un sport de grand soir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous, on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc dont personne ne parle, c'est ChatGPT. Donc, à moins que vous viviez sur Mars ou que vous soyez parti en vacances pendant 6 mois là, ces derniers temps sans avoir accès à Internet, l'intelligence artificielle fait vraiment partie de nos vies désormais et ChatGPT plus que jamais. Donc, ChatGPT, c'est cet outil d'intelligence artificielle qui répond à tout et qui connaît tout sur tout. Du coup, on lui a posé quelques questions foot et on va débattre de ses avis foot justement avec David Diamant. Comment ça va, David, aujourd'hui ? Salut Alex, salut Quentin, salut tout le monde. Ouais, très très excité par ce sujet aujourd'hui. Comme tu dis, on parle beaucoup de ChatGPT et on va voir, on va le contredire un petit peu et challenger ses opinions, donc ça va être intéressant. On verra qui gagnera à la fin. Et Quentin, comment ça va, Quentin ? Je croyais que tu allais me dire, quoi maintenant qu'on parle de gagne, etc. Oh là 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 là. De quoi ? De gagne ? Tu voulais qu'on fasse une référence à Aston Villa qui est 6ème de Première Ligue et qui va peut-être jouer l'Europa League l'année prochaine ? Voilà. L'Europa League, une certaine compétition d'un certain entraîneur. Voilà. Non, mais je le place comme ça. Je prépare la suite. Hein. Juste pour vous prévenir, là, Quentin, il est complètement sur un nuage. C'est vraiment, là, on l'a pas vu comme ça depuis Woodstock 69. Vraiment. il vit sa meilleure vie. Et attention quand même au prochain match qui arrive. Donc tu m'as dit Brentford, Liverpool. Ouais. Il y a quand même du gros client. Il y a Manchester United, il y a Tottenham, mais bon. Demande à ChatGPT la prochaine fois si vous avez des chances avec Unai Emery de finir. Mais bon, faut rappeler quand même. On va essayer. Ouais, mais après, faut rappeler quand même que sa database et ses connaissances s'arrêtent plus ou moins à 2021. Donc, on devra juger par rapport à ça d'ailleurs. Ok, on va vous présenter un peu le sommaire de l'émission. On a choisi 3 thèmes de débat avec ChatGPT justement. Le premier, ça va être, on lui a demandé son 11 ultime de l'histoire du football. Le deuxième, c'est un top 10 des coachs de l'histoire du football. Et enfin, un top 10 des joueurs du 21e siècle. Comme ça, on va pouvoir un peu parler de ce qu'on connaît aussi, ce qu'on a vu jouer. Donc voilà, on va voir, on va essayer de juger finalement si ChatGPT est un footix ou pas. Et on va commencer avec son 11, je pense que c'est le mieux pour commencer. Donc c'est très simple, on lui a demandé, selon toi, quel serait le meilleur 11, la meilleure équipe type de l'histoire du football. Et voici l'équipe que l'intelligence artificielle nous a donnée. Je vais vous l'afficher donc sur votre écran. Au but, Lev Yashin. En latéral gauche, Maldini. Défenseur central, Beckenbauer et Bobby Moore. Latéral droit, Cafu. Un milieu A3 composé de Maradona, Michel Platini et Johan Cruyff. Et enfin, un trident offensif composé de Cristiano Ronaldo, Pelé et Messi. Messieurs, je vais vous demander un petit peu, est-ce que on doit qualifier ce 11 de footix ou pas ? Alors, en fait, footix... si c'est une vraie compo pour un vrai match parce qu'il est un peu déséquilibré, oui. Un peu ? Mais un peu déséquilibré, mais je pense que c'est un peu le jeu des meilleurs 11. Ils sont jamais vraiment hyper équilibrés parce que c'est dur de trouver un milieu défensif que tu vas... Pourquoi pas ? Non, moi j'aime les équipes où il y a un vrai milieu défensif. Il y a une cohérence. Ouais, après je trouve que souvent quand on fait des... Il y a une cohérence. Faut que tu dises que l'équipe, si tu la mets sur un terrain, elle peut jouer. Ouais, alors si là, on part de cette logique-là, il y a qu'un seul ballon pour 25 joueurs. Voilà, mais après, cette équipe est tellement forte que je pense pas qu'elle perdra le ballon. Donc tu vois, on peut le voir comme ça aussi. Après, donc sur ce niveau-là, il y a une incohérence. Après, on a vraiment probablement les meilleurs joueurs au meilleur poste possible. Donc c'est difficile d'argumenter contre ça quand tu vois l'attaque Cristiano Ronaldo, Pelé, Messi. Oui, on peut mentionner Ronaldo, le Ronaldo le brésilien, on peut mentionner plein d'autres joueurs.
Mais en fin de compte, c'est eux les 3 meilleurs attaquants de l'histoire du football. Puis après... Ça se débat. Quoi ? Ça se débat. Là, pour le coup, sur l'attaque, je vois pas où est le débat. Ouais. Moi, Ronaldo Nazario en numéro 9, ça me... Non, mais Pelé, il a révolutionné le foot. Tu peux pas... Ça, je suis d'accord. On peut pas ne pas le mettre dans les meilleurs de tous les temps. Il était le meilleur de son époque de très, 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 très loin. Donc, et il a fait plein de choses. Et puis pareil, le gardien, Lev Yashin, moi, je l'ai pas vu jouer, mais c'est le seul gardien qui a un ballon d'or. Donc, c'est logique. Il y a une vraie logique. J'imagine de toute façon qu'il est très rationnel, ChatGPT. Donc pour moi là, après on verra parce que sur les autres listes ça se complique. Mais pour moi là, je suis vachement d'accord. En tout cas, on aurait pu mentionner Zidane, peut-être Iniesta, peut-être Sergio Ramos que moi je trouve que en tant que défenseur il mérite d'être là, mais pas incohérent du tout quoi. Quentin ? Sur la première question, sur le côté footix, je pense pas parce que on voit qu'il y a quand même une certaine, il a passé le contrôle technique, il y a pas d'incohérence, il y a beaucoup de gros noms, beaucoup de connaissances, donc les acquis sont là. Maintenant, sur le côté tactique, il y a un gros problème, c'est effectivement qu'il y a personne pour défendre, donc ça va être un peu compliqué. T'as beau avoir Maldini, Beckenbauer, Moore et Cafu, ces 4-là vont pas défendre. Le problème, c'est qu'à la perte de balle, le pressing, il est pas dans les 5 secondes. C'est pas Johan Cruyff, il te dit vas-y, Beckenbauer, vas-y, va la chercher. Alors, le seul entraîneur qui peut faire défendre peut-être cette équipe-là, Maradona et Cruyff, c'est peut-être. Alors, j'attends de voir. Pep Guardiola qui sera peut-être en mesure de nous trouver faire un défendre. Petit... Wow. Ouais. Cruyff, oui. Après, la gestion des stars là, elle va être sympathique. C'est que c'est. Moi, je veux pas être vrai entraîneur de cette équipe. J'aurais dû lui demander qui serait le meilleur entraîneur de l'équipe. La prochaine fois, je lui demande. Donnez-nous en commentaire celui, selon vous, qui devrait être l'entraîneur de l'équipe de Mourinho. Oh là là, il va se clasher avec tout le monde là. Ouais. Mais bon, il ferait défendre peut-être Maradona, quoi. C'est peut-être le seul. Voilà, c'est ça. Mais attends, tu changes un truc là du coup dans l'équipe quand même je change beaucoup de choses quand même. Qu'est-ce que tu changes ? Déjà, il faut trouver un 6 dans cette équipe. Ok. Qui alors ? Attends, avant de savoir qui tu mets, qui t'enlève. Très dur, hein. Mais Latoche. Je pense que Platini, ouais. Après, ça dépend parce que tu vois, Maradona, c'est 3 saisons fabuleuses et puis c'est une bonne carrière dans la foulée. Mais mais jusqu'à il y a pas si longtemps, on le considérait encore comme le GOAT incontesté. Ouais, mais tu vois. Mais la vérité, c'est que tu gardes au milieu en plus. Ça se joue sur 5 saisons, quoi. Parce que le reste de sa carrière, c'est pas flamboyant. Alors que Platini le football, c'est un sport de grand rendez-vous. C'est un sport de grand soir. Je suis complètement d'accord avec ça. Et pour moi, tu vois, Maradona, je le considère comme un des meilleurs joueurs de tous les temps. Alors que vraiment son prime. Mais tu vois, sur son prime, ça dure 3 à 5 ans, quoi. Et c'est pas la carrière d'un Zlatan Ibrahimovic où il est au top pendant 20 ans, ou d'un Maldini qui joue 25 ans avec le Milan, quoi. C'est un très très grand joueur, peut-être l'un des plus grands, mais il y a un prime qui est assez court, quoi. Ok. Mais alors, dans ces cas-là, t'enlèves qui ? Attends, t'as dit qu'il fallait un 6 déjà. Juste pour la compo qui est ici, c'est Platini qui sort. Qui sort. Ouais. Désolé la patrie. Michel. Et tu mets qui en 6 ? Ouais, on met qui ? Moi, j'ai un nom en tête, mais en vrai, vas-y, donne-le. Il va pas être populaire. Non, il va nous sortir Verratti là. Non, t'es un ouf, quoi. Genre, je l'adore, je l'aime d'amour, Marco, mais je peux pas me permettre de faire ça. Genre, pour le coup, ce serait vraiment foutique. Non, je mets Xabi Alonso. Je trouve que c'est vraiment un des plus grands numéro 6 parce qu'il sait tout faire. Ouais, ça peut, même s'il peut même jouer un peu plus haut. Mais il fait gravement tâche là dans le... Non, mais voilà, c'est pour ça que je t'expliquais que je comprends qu'on met pas un 6. Parce que oui, c'est peut-être le meilleur 6 de l'histoire ou un des meilleurs. Mais là, tu le mets au milieu de ses noms. Tu te dis, ok, il va... Pourquoi pas je sais pas... quand même, il a tout gagné. Ligue des Champions, Euro, Coupe du Monde et pas. Ouais, mais il n'a jamais été un joueur majeur de ces équipes-là, tu vois. Comment ça, c'est pas un joueur majeur de ces équipes-là ? Oh, respecte. Je sais pas. Pareil, comme je te dis, je trouve que c'est justifié en tant que 6, tu vois. Mais après, quand tu le mets au milieu de ces stars-là, tu te dis, ok. Mais le truc, c'est que stress, quoi.
parce qu'on peut pas faire un 11 avec uniquement les gros noms. Ah ouais, sinon c'est juste un nom, sinon on fait un ranking. Parce que sinon on le fait à la cour de récré. Mais c'est pour ça que moi je crois pas dans avoir une logique tactique, tu vois. Mais genre moi sinon c'est quoi l'intérêt? Sinon on met des attaquants aussi en défense. C'est pas le meilleur 11 qui va affronter. Tu vois, il va jamais jouer. Platini a jamais joué. Donc au final, ce qui compte, c'est d'avoir les plus beaux noms. Maradona, il est 10. Genre Platini, il est 9,5. Il y a une incohérence sur la construction de cette équipe. C'est défense, milieu, attaque, quoi. Mais justement, c'est là où on peut contredire ChatGPT. Ouais. C'est qu'il a réfléchi milieu, défense, attaque. Ouais. Alors même que les toi, milieux, ils sont vachement attaque. Hein. C'est ça. Alors que toi, tu vas réfléchir plutôt. Alors il faut que je cherche un box-to-box qui peut faire le relief. Voilà, tu te dis Messi perd 2 balles, il faut quand même quelqu'un qui garde son côté droit, etc. Parce que là, si tu le mets dans la réalité, ce 11, déjà t'as les 3 de devant, il y a personne qui redescend. Ouais, vraiment. Et t'as les 3 du milieu. Enfin, j'ai pas vu jouer Pelé, ça se trouve il était grave fort en contre-pressing. Hein, mais... ajoute ça, c'est 108 000 buts à l'entraînement et puis voilà. Non mais t'as un milieu de terrain qui défend pas assez. Évidemment, mais c'est pas incohérent dans ce genre de démarche, c'est ça que je veux dire, tu vois. Moi je trouve ça incohérent. En fait là, il y a en fait tous ces joueurs sont dans le top 20 des meilleurs joueurs du monde ou dans le top 30 des meilleurs joueurs du monde de l'histoire, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que si tu mets Xabi Alonso là-dedans, Xabi Alonso, je pense pas qu'il est dans le top 50 des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais est-ce qu'il est pas dans le top est-ce qu'il est pas dans le top 30 des meilleurs joueurs au moins même voire dans le top 10 des meilleurs 6 de l'histoire? Clairement. Ah oui, mais en vrai, donc c'est comme ça que tu dois réfléchir. Tu pars sur ta formation. Totalement. Ouais. Et après, il faut prendre le meilleur joueur par position. Oui. Et après, ça te fait ton 11. Est-ce que vous gardez ce trident-là ou pas? Cristiano, Messi, Pelé. Là, t'as un problème à la défense, quoi. Mais oui. Ouais, mais... Oui. C'est dur. Moi, je trouve que c'est dur d'aller contre ça, tu vois. Bien sûr. Là, tu prends vraiment les 3 meilleurs joueurs à leur poste et tu te retrouves quand même avec... Après, franchement, moi je trouve que tu remplaces Cristiano par Cruyff, c'est pas déconnant. Maradona, il est gaucher, donc je le mets pas à gauche. Ronaldo, c'est quand même 20 ans au top niveau, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions et de loin en plus. Donc non, la longévité, ça, d'avoir réussi dans tellement de championnats différents, enfin on peut meilleur buteur de la sélection portugaise. Tu peux pas enlever Cristiano Ronaldo de là, c'est impossible. Moi je dis juste que Johan Cruyff, c'est le seul personnage de l'histoire du football qui a été à la fois joueur, penseur, tacticien, révolutionnaire. Mais tu peux mettre les deux. Oui. Enfin là, genre pour moi, je le mets ailier droit ou je le mets pas, tu vois. Ou alors je le mettrais 10, mais bon, allez, à la rigueur en 10 et tu mets un double pivot. Ouais. Mais bon, bref. Et attends, juste en 6, qui on met? Moi, Xabi Alonso, ça me plaît bien. Sinon, moi, j'aurais mis Casemiro. Mais là, tu mets vraiment... Mais c'est ça, en fait, moi, je pensais Casemiro, mais le problème, c'est que, bon, il a pas encore fini sa carrière, déjà. Non, mais c'est Messi non plus. Enfin, quoique. Ronaldo non plus. Enfin, quoique. Ouais, c'est vrai. Bon. Non, c'est vrai, Casemiro, ça pourrait. Après, il y a quand même un bon paquet de... On est d'accord on est d'accord là-dessus. Je pense que bon, voilà. Après, dites-nous en commentaire qui vous considériez comme le meilleur 6 de l'histoire et qui mériterait vraiment, sans faire tâche, Davy, de faire partie de cette compo. Et en tout cas, avec ce milieu, tu peux avoir un Cruyff un peu plus box-to-box et puis avoir un Maradona encore plus avancé, quoi. Tout de suite. Il est déjà en train de réfléchir aux compensations et tout en fonction des courses. Non, mais depuis que je suis entraîné par un entraîneur, voilà, c'est... Bien sûr, déjà, Diego, tu fais l'appel dans la diagonale. Exactement. Cristiano, par contre, tu vas compenser un peu. Bien sûr. Voilà. La défense, on touche à rien. Toi, t'as parlé de Sergio Ramos. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Sergio Ramos a largement sa place. Mais après, c'est peut-être le biais, de ma jeunesse relative. Non, Sergio Ramos, moi, je vais l'évoquer aussi plus tard, mais pour moi, c'est clairement probablement un des meilleurs. Sans hésitation, un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Si ce n'est le meilleur. De par ses performances, de par ses titres, de par sa longévité. Enfin, il y a tellement de par de le choses. caractère, de par l'importance qu'il a eu exactement, la personnalité, etc. Enfin, ça enveloppe tout, tu vois. Donc, c'est vrai que parfois, on banalise un peu tous ces joueurs récents qui sont pas Cristiano Ronaldo et Messi, tu vois. Comme là, vous avez dit Casemiro, il y a peut-être plein de gens qui vont se dire à quoi Casemiro, alors que en vrai, le mec, voilà. Et donc là, c'est vrai que oui, j'aurais pensé à Sergio Ramos parce que voilà, où j'aurais au mieux, bon, je sais pas qui enlever, mais par exemple, je pense que Iniesta n'a rien à envier à Platini, tu vois.
ou des joueurs comme Franck quand même. Ouais, enfin tu vois, il aurait pu y figurer. Et voilà, je connais pas bien l'histoire de Bobby Moore, mais je sais qu'il a marqué le football, donc c'est peut-être lui que j'aurais enlevé et j'aurais mis Sergio Ramos. Tu vois. Moi, je suis totalement d'accord avec tes points, etc. Mais ça me fait penser à un truc, c'est que en fait, j'ai l'impression que l'IA justement là, elle a cherché à mettre différentes époques du football et juste à réconcilier ça. Il y a du très très récent, il y a de l'ancien et de l'historique, et je pense il y a un côté où je veux contenter tout le monde. Il y a du français, du brésilien, de l'anglais, etc. Il y a un allemand, un soviétique. On essaie de compenser ça et différentes époques, et là-dedans je trouve que c'est plutôt cool parce qu'il y a les différentes époques du football et ce qu'ils représentent, et il n'y a pas un seul de ces joueurs qui représente pas quelque chose qui va bien au-delà du football, qui est que sportif. Peut-être que là-dessus ce que tu m'avais dit sur Xabi Alonso est peut-être un peu plus pertinent, c'est que Xabi Alonso, ça commence avec le football, mais ça s'arrête au football. Joueur, je trouve qu'il n'y a pas un joueur ici. C'est des icônes, quoi. Lev Yashin, c'est bien, ça va bien au-delà du rectangle vert, quoi. Ouais, ce sont tous des icônes en vrai. Maldini, Bobby Moore. Ouais. Non, Beckenbauer pour tout ce que ça représente pour l'Allemagne. Mais après, tu vois, chez les latéraux aussi, il y a quand même, on aurait pu penser à Roberto Carlos, tu vois, qu'on mentionne souvent comme le meilleur arrière-gauche de l'histoire, tu vois. Peut-être qu'il n'a pas voulu mettre de Brésilien. Ouais, Marcelo, ouais. Ouais, largement, Marcelo, il est quand même... Ouais, mais moins que Roberto. Enfin, pour moi, après, ça moi j'ai un souci avec la défense, en fait. Je trouve que Bobby Moore, c'est pas forcément le meilleur à son poste. Il a été un très grand joueur et il est dans l'histoire du football anglais. Mais à mes yeux, Sergio Ramos a accompli beaucoup plus de choses dans sa carrière. Et même si du coup, ça voudrait dire que Beckenbauer passe à droite et que Ramos passerait à gauche, je pense qu'il a davantage accompli dans sa carrière. Et pareil pour Maldini, je trouve qu'il a été meilleur en défense centrale qu'au poste de latéral. Donc oui. Non, franchement, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose, moi j'ai un petit souci avec ça. Et surtout, si je pense à latéral gauche, je ne vais pas penser à Maldini. Je vais penser à Roberto Carlos, à Marcelo davantage. Et peut-être même d'autres. Nuno Mendes. Même, tu vois, à droite, il y a peut-être des joueurs genre Philippe Lam et compagnie qui sont aussi des très très gros noms. Sportivement, c'est indiscutable pour moi. Moi, je le mets devant Cafu personnellement. Daniel Alves. Ouais. Sportivement. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Pour le reste. Mais après, voilà, Cafu, c'est le capitaine de la sélection brésilienne, c'est un symbole aussi, tu vois. Ouais, mais il a été. il a porté la Coupe du Monde, quoi. Après, il y a Zanetti aussi, qu'on n'a pas mentionné. Ouais. Zanetti qui pourrait se faire sa place au milieu comme en défense. Donc, bon. Ça pourrait aussi être un... Je pense que voilà, il y a plein de choses à dire comme on a dit, mais il y a quand même... Voilà, il a quand même raison. Moi je trouve que ça se tient pas tactiquement. Ouais, évidemment. Mais on peut pas dire que... est-ce qu'on peut dire que c'est footix à cause du milieu? Non, mais il n'y a pas un seul mec qui fait tâche dans son... Non, du tout. Mais voilà, justement, moi je le challengerais là-dessus en disant... Bon, on a peut-être un latéral gauche un peu plus percutant, un latéral droit un peu plus percutant. Non, il faut lui donner 2-3 notions de tactique. Faut un peu gérer le prompt, un peu lui donner 2-3 notions de ce que c'est un contre-pressing, des notions défensives, et je pense qu'on pourra bien avancer. Okay, et en revanche, Yashin, pas de débat. Pour moi, c'est le meilleur. Alors je l'ai jamais vu jouer, mais je trouve que un ballon d'or. Oui, c'est ça. C'est que en fait, si Barthez porte des jogging parce que il y a un truc noir, c'est en hommage à Yashin. Que c'est ça ton critère d'évaluation. Non, mais que tous les joueurs se réfèrent à Yashin comme étant le plus grand. Voilà, quand les spécialistes du poste parlent de Yashin, c'est qu'il y a un vrai respect qui a l'air de se valoir, quoi. C'est clair. S'il y a des spécialistes, des gardiens qui veulent s'exprimer sur les grandes qualités d'Yashin en commentaire, je vous invite à le faire. On passe au coach. Ouais. Bon, alors là, je pense qu'on va avoir un peu plus de discussion. Je vais vous donner la liste du top 10 des coachs de l'histoire selon ChatGPT. Donc, 10e, Ernst Happel. 9e, Johan Cruyff. 8e, Bob Paisley. Bill Shankly. Arrigo Sacchi, Rinus Michels, Carlo Ancelotti, José Mourinho, Pep Guardiola et en premier, Sir Alex Ferguson. Messieurs, Quentin, pour commencer peut-être,
Qu'est-ce que tu trouves Qu'est-ce que tu trouves à redire Déjà, la première chose, c'est je trouve pas que ce soit footix. Je pense qu'il y a beaucoup de connaissances, encore une fois. Les acquis sont là. Après, il y a certains noms, je suis un petit peu moins d'accord, mais ça se défend en tout cas. Et en revanche, sur l'ordre, je vois quelque chose à redire. Je sais pas si vous êtes Vas-y. Est-ce que tu veux compléter ce que vient de dire Quentin? Moi, ce que je trouve juste très intéressant, c'est sur la connaissance, comme tu disais, c'est qu'en fait, sans lui avoir donné de critères, l'intelligence artificielle a quand même su réunir plusieurs critères et mettre des coachs pour des critères différents. Moi, ce qui m'a plu, c'est, on va donner l'exemple d'un Carlo Ancelotti versus Rinus Michels ou Johan Cruyff. En fait, les deux ou les trois sont là pour des raisons totalement différentes. Et ils sont pourtant dans le même classement. Donc en fait, l'intelligence artificielle a eu cette intelligence de aussi bien prendre en compte l'impact sur le football en tant que science et en tant que et l'impact théorique sur le football et sur son influence tactique pour la suite, et en même temps l'impact direct des titres remportés, des accomplissements réalisés avec les équipes. Et donc je trouve l'impression que c'est plus les résultats là qui sont pris en compte justement. Parce qu'il y a des noms qui manquent justement dans Ernst Happel, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, par exemple, il a gagné quelques titres, mais c'est pas non plus, c'est pas Carlo Ancelotti au niveau des titres, ou c'est pas José Mourinho, tu vois. Justement, peut-être pour ceux qui connaissent pas, j'ai un peu pris des notes pour présenter un peu les coachs à l'audience, parce que c'est pas des noms qui sont forcément connus, ça date un peu. Donc Ernst Happel, c'était un joueur et entraîneur de football autrichien qui a été considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football pour son style direct et pragmatique, ainsi que pour sa capacité à construire des équipes gagnantes avec des budgets limités. Donc il a connu le succès notamment en Autriche, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, et il est surtout connu pour son passage à l'Ajax où il a remporté une C1 en 71 et une coupe intercontinentale en 72. Derrière, c'est Bruges en Belgique, c'est 2 titres de champion de Belgique et une finale de coupe des clubs champions en 78. Donc une deuxième finale pour lui. Donc voilà, après derrière c'est Bundesliga avec Hambourg et une nouvelle finale de C1 en 83. Il a également entraîné l'équipe nationale autrichienne, atteignant les quarts de finale en 78. Donc tu as raison, c'est vrai que c'est pas forcément le mec qui a le plus gagné. Après, il a quand même gagné une C1 et 2 finales. Mais bon. Non, évidemment, il faut gagner pour figurer dans ce classement, tu vois. Mais je trouve qu'il a bien mixé, en tout cas, les performances. Après, comme Quentin, au niveau de l'ordre, il y a à débattre. Et puis, après, je veux bien évoquer aussi les noms que je trouve qui manquent, en tout cas, dans ce classement. Mais vas-y, alors, enchaîne. Et peut-être parce que tu voulais parler de l'ordre aussi, donc je t'en prie, vas-y. Ouais, vas-y. Moi, je trouve qu'à chaque fois, voir Ferguson premier, ça me saoule. Je peux comprendre aussi. Vraiment, je trouve on surcote un peu son époque. En fait, vraiment, son Manchester a surdominé le championnat d'Angleterre. Mais c'est pas la meilleure époque de la Première Ligue non plus. Et en vrai, il a que accompli avec Manchester. Et voilà. Sur 25 ans. Quand il arrive à Aberdeen et qu'il leur fait gagner le titre, et que derrière il arrive à Manchester United et qu'il reste pendant 25 ans. Mais c'est un accomplissement extraordinaire. Je dis pas que... Non, j'ai pas dit c'est une pipe. Je suis en train juste de dire que ça me saoule un peu de le voir à chaque fois numéro 1, parce que niveau football, il a vraiment strictement rien apporté, tu vois. Il a rien révolutionné. Non, moi je trouve qu'il a justement... c'est un coach de bureau, quoi, tu vois. Waouh. Non, je vois ce qu'il veut dire. Non, mais je vois ce qu'il veut dire, c'est vrai. Et il est connu, il arrivait le jeudi, il faisait un directeur de football. Et c'était son adjoint qui faisait la mise en place. Non, là où je suis pas forcément d'accord, c'est c'est le genre d'entraîneur qui a créé une unité, un vrai groupe, et qui dure pendant plusieurs saisons. Alors qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui arrivent à créer quelque chose pendant 6 mois, 1 an, parfois 2 mois sur une très courte période, et qui, la saison d'après, s'écroule complètement parce que tu as un groupe qui est plus solide, etc. Là, il a créé quelque chose de très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle d'institution à Manchester United uniquement grâce à Sir Alex Ferguson. C'est indéniable qu'il avait un leadership et une aura vraiment extraordinaire. Mais tout ça, même, des capacités managériales qui sont genre au-delà du commun. Peut-être le 1% des 1%. Regarde le Fergie Time, c'est juste le côté, je suis serein, je sais quoi faire. Tac, toi tu rentres, on va gagner ce match.
Voilà, c'est Oui, il y a un là où côté David un t'a peu challengé- Ancelotti, quoi. Oui, mais là où David a challengé, c'est sur ouais, mais genre, tu pourras argumenter que Carlo Ancelotti a fait pas des innovations, mais des préparations tactiques peut-être un peu différentes de Sir Alex Ferguson. Je pense que c'est ce côté, en fait, c'est un grand dirigeant, Sir Alex Ferguson. Est-ce que c'est un grand entraîneur au sens sportif? Je sais, genre vraiment purement football? Bah, Non, mais il y a quand même des saisons. Genre, où Manchester les mots sont United trop forts. roule hein, sur tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas uniquement parce qu'ils ont des meilleurs joueurs ou parce que ils ont une tactique qui a été Mais dans le bien sens préparée. où lui avait su s'entourer des bonnes personnes pour que tactiquement le travail soit fait. Oui, mais il a quand même sa patte dans le travail, quoi. Ouais, donc moi, sa première place m'énerve. Enfin, m'énerve d'habitude et je le vois souvent apparaître dans numéro 1, etc. Et ça me plaît pas forcément. C'est safe. Quoi. C'est safe. C'est un pari sécurisant. En fait, tu dis que oui, c'est dur d'aller à l'encontre des contredire. faits, en fait. Et il a gagné pendant 25 ans. En fait, disons que, comme tu dis, voilà, les autres, si maintenant moi je disais, ok, numéro 1 pour moi c'est José Mourinho, il y aura débat. Et c'est vrai qu'avec Ferguson, qu'il y aura débat, ouais. voilà, non mais avec Ferguson, il y a peut-être moins débat et donc c'est plus Mais safe. parce que t'as les titres. Je suis qui tout à viennent fait. avec tout ça. Bah, il y a les titres chez José Mourinho aussi, mais je suis tout à fait d'accord, tu vois, que en tout cas c'est le plus safe et ChatGPT ne prend pas beaucoup de risques. Mais là à où part je sur te rejoins, c'est que au 21e siècle, par exemple, Il se fait bouffer, quoi. ouais, il a gagné un titre. C'est une icône en fait qui Plus reste que dans son temps et c'est pour ça que c'est bizarre que malgré voilà tous les nouveaux entraîneurs du 21e siècle qui sont arrivés, il maintient sa place, tu vois, ça reste un peu surprenant. Surtout comme Alexis le mentionnait, Ancelotti commence vraiment à être de plus en plus crédible pour être le numéro 1. Après, il a rien révolutionné ou il n'a pas un truc auquel on peut s'associer et dire voilà, ça c'est Ancelotti. Et donc, voilà, peut-être il paye son image, j'en sais rien, peut-être son... Le fait qu'il ait eu plusieurs clubs aussi. Voilà, c'est ça, donc il n'y a pas... Ancelotti Ouais, il n'y a pas une unanimité autour d'Ancelotti, comme il y a autour de Ferguson. Si Ancelotti avait fait 15 ou 20 ans au Real Madrid, bah là... il y aurait moins débat. Non, je pense que ce qui handicape un peu Carlo Ancelotti, c'est que quand il a eu des équipes qui étaient moins fortes, il n'a pas su gérer les équipes moins fortes qu'il a eues sous la main. Everton, son Napoli était bon, mais son Napoli n'était pas... il n'a pas été champion. Il n'a pas été champion, son Everton n'était pas incroyable. C'était milieu pardon, un juste peu pour plus pour être précisé. Et donc du coup, en fait, c'est Carlo Ancelotti, et genre personne lui niera ça, sa compétence c'est de gérer les grands joueurs, les joueurs qui sont extraordinaires. Regarde James Rodriguez, quand il le fait venir à Everton, il arrive à rien faire de lui. Hein. Oui, mais... Et même du Dele Alli et compagnie. Mais c'est pas des joueurs extraordinaires. Il était environnement toxique. Qui ont eu des périodes dans leur carrière fabuleuses, quoi. Il y a eu des périodes où Dele Alli était un des meilleurs joueurs, un des meilleurs jeunes joueurs du moment, quoi. Après, pour moi, il manque là un coach majeur. Et j'espère que vous serez d'accord, pour moi c'est Arsène Wenger. Pour moi c'est top 3 des meilleurs joueurs des meilleurs entraîneurs de l'histoire. De l'histoire Ouais, top ouais. 3 Ouais. Attends, mais tu le mets en vrai, pour moi, c'est quoi le top 3 du coup? C'est dur maintenant que tu me confrontes. Ah bah oui, parce que... je pense que c'est dur. Oubliez le top 3 alors. Okay. C'est peut-être... Top 10 c'est sûr en fait, pour moi. Et dans le sens où Arsène Wenger, c'est vrai qu'il n'a pas tous les titres que certains ont dans cette liste, mais il y en a d'autres qui n'ont pas énormément de titres non plus. Mais il a vraiment révolutionné le football anglais. Et en fait, si on veut considérer que l'Angleterre, c'est le pays du football, que la Première Ligue, c'est la meilleure ligue du monde, l'impact que lui, il a eu sur cette ligue-là est tellement énorme. Il a ouvert la voie pour l'internationalisation de la Première Ligue. Ça veut dire quoi? Qu'avant que lui, il arrive, la Première Ligue, c'est anglais, c'est le foot anglais, c'est des joueurs anglais, c'est des coachs anglais, qui n'avaient pas vraiment une finesse tactique, il n'y avait pas une finesse technique non plus, enfin, le jeu était vraiment brut, tu vois, et lui, il s'ouvre à un football où c'est pas que le terrain, c'est pas que les entraînements, c'est pas que le il y a la fighting tactique, spirit. voilà.
il y a la tactique, il y a la nutrition, il y a le mode de vie. Voilà, il y a le mode de vie. Il y a la cohérence dans une équipe aussi, d'avoir différentes personnalités, des joueurs internationaux, étrangers, l'ouverture à des talents qui viennent d'ailleurs. Exactement, des joueurs étrangers, etc. Et qui n'ont pas encore prouvé. Et exactement, c'est qu'il va aller chercher des jeunes joueurs, voilà, des petites pépites qu'il va chercher, qu'il va développer. Et en fait, sa science du jeu, et puis sa longévité quand même à Arsenal, et l'impact un peu similaire à Ferguson qu'il a eu globalement sur le club d'Arsenal aussi, comme on sait avec la construction du stade, etc. L'ouverture justement vers une modernité. Il a vraiment apporté une énorme modernité. Et il ouvre la voie à les Guardiola, les Mourinho qui vont en fait venir après. Ça veut dire que sans Arsène Wenger, on n'aurait pas la première ligue qu'on a aujourd'hui. Et j'ai pas peur de le dire, genre, je pèse mes mots. Aujourd'hui, on n'aurait pas la même première ligue si Arsène Wenger n'était pas passé par là. Et en fait, pour cet impact-là, il mérite clairement de figurer là-dedans. Après, il paye son absence, il la paye du fait qu'il est resté à Arsenal, qu'il a été dévoué à Arsenal. Il aurait pu, il a souvent dit, aller au Real Madrid ou aller dans d'autres clubs, et il aurait peut-être pu réussir et améliorer sa légende. Ça se finit pas hyper bien non plus, parce ça se finit pas, y a exactement. un cycle. Non, mais c'est rare que les choses se finissent bien, mais peu importe, même Cruyff, ça se finit pas bien au Barça, etc. Mais ça, c'est pour ça qu'il est numéro 1. Est-ce que tu veux répondre à ça, Davy? Ouais, mais regarde, c'est pour ça un peu de contradiction, je t'avoue. C'est pour ça que Ferguson est numéro 1. C'est parce qu'il finit, il est au top. Hein. Oui. Mais il laisse le caca derrière lui quand même. Bah, c'est pas tant que ça, hein, parce qu'il va chercher. Non, mais il va chercher son successeur. Ah oui, quel successeur, David Moyes. Ouais, et puis quelle équipe il lui laisse. C'est des vieux, quoi. Ah, non, c'est vrai, je suis d'accord. Il savait, il sentait que ça allait être. Restons sur Wenger. Est-ce que toi, tu as des choses à apporter? Moi, je suis assez d'accord avec Davy. Je sais pas si... Enfin, pour moi, il serait pas top 3, mais effectivement, il y a qu'à voir Sir Alex Ferguson dans ses interviews qui dit que l'arrivée de Wenger a complètement chamboulé le championnat et que la vraie rivalité est née là-dessus parce qu'il avait quelqu'un qui le challengeait constamment et qui, au moindre écart de Manchester United... Sir Alex Ferguson a détruit Liverpool et a régné en maître pendant quasiment 20 ans. Et sans l'arrivée de Klopp, Liverpool était vraiment dans une autre dimension, voilà. dans une autre catégorie en première ligue, alors que Arsène et son Arsenal a pris cette place. Et les supporters de Liverpool parlent de Benitez comme étant un des plus grands parce qu'il leur a apporté des titres, etc. Mais c'est vraiment assez récent que Liverpool revienne sur le devant de la scène parce qu'il y a eu 15 ou 20 ans de Liverpool décevant qui prenait du retard par rapport à la compétition avec Manchester United. La fameuse phrase que Sir Alex Ferguson a dite en arrivant à Manchester United: je vais les faire descendre de leur de piédestal. Mais en parlant de Liverpool, maintenant j'aimerais t'apporter un peu de contradiction. Ton bruitage, en tout cas. Bah écoute, j'ai pas envie de nous faire shadowban, donc comme ça c'est fait. En fait, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que tes arguments, ils sont très business. Ils sont sur l'impact business de la Première Ligue, qui a un indirect... laisse-moi deux secondes. En fait, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il ait ouvert la Première Ligue, qu'il en a fait le championnat qu'il est aujourd'hui grâce à lui, parce que c'est son ouverture qui apporte ça, et son challenge tactique aussi, je suis totalement d'accord. Sa manière de gérer une contre-attaque, qui n'est pas un kick and rush, est totalement à un apport. Maintenant, comment mettre un entraîneur dans un top 10 des meilleurs coachs de l'histoire, un entraîneur qui n'a pas gagné la C1 ? Et vraiment, ça reste un problème avec un Arsenal qui était une des meilleures équipes du monde à l'époque. Mais si tu parles des meilleures saisons réalisées par les clubs, tu es obligé de citer les Invincibles. Je suis totalement d'accord, mais à la fin... Il fait deux finales. Il me semble qu'il fait 2 finales. Ouais. Ou au moins une, en tout cas, dont on a tous le souvenir, contre Barcelone. Il y a un problème, il n'y a pas de titre européen pour Wenger. Ouais, bah il le paye avec son absence, là, tu vois. Mais oui, mais tu vois, moi je te challenge ça. Un des plus grands coachs, comment peut-il ne pas... Non, et c'est étonnant ce que tu dis avec le business, parce qu'au final, c'est surtout d'un point de vue tactique qu'il a apporté une différence. Ça veut dire que le foot avant Wenger en Angleterre et le foot après Wenger est complètement différent. Il a apporté l'amour du beau jeu qui n'existait pas en Premier League. On discutait encore juste avant avec Harry qui fait le podcast anglais et qui nous disait, avant le football anglais, et même encore aujourd'hui, quand tu vas dans les divisions inférieures, et Quentin s'y connaît vachement, quand un joueur fait un tacle, c'est là qu'on célèbre. On va pas célébrer une belle passe ou
ou une belle action tactique. Il n'y a pas de numéro 10 en première ligue Voilà, dans la tradition anglaise. Exactement. Et donc, Arsène Wenger apporte au championnat anglais le beau jeu, en fait, qu'on ne voyait pas, en fait, en Angleterre. Donc, vraiment, c'est pas purement business. Évidemment, il a révolutionné aussi beaucoup au niveau business, sa manière de gérer les mercatos, sa manière de gérer le club financièrement, etc. Il a amené Arsenal au top. Mais il y a aussi l'aspect tactique qu'il a vraiment révolutionné en Angleterre. Il a eu un impact parce que lui a amené ça, mais c'est pas lui qui a été à l'origine de cette révolution non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Angleterre, lui. Oui. En Angleterre, oui, mais parce que lui, il amène les idées d'un autre endroit en Angleterre. Et il le fait bien, hein. Je te nie pas ça. Mais il a eu un impact sur la nutrition, etc. Mais d'autres en ont eu aussi. Ouais. Peut-être juste je relativise un peu, enfin je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez encore une fois. Si vous pensez que Arsène Wenger devrait faire partie de ce top 10, vraiment on est tout à fait ouvert à ça. Et puis si vous aimez le concept, si vous aimez l'émission, s'il vous plaît, likez, partagez le concept, ça nous aiderait beaucoup à grandir. On compte sur vous, c'est super important et on serait ravis de débattre avec vous dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on parle de Mourinho un peu? Je sais pas, Mourinho top 3. Moi j'avais envie justement de revenir là-dessus, c'est que à mes yeux Ancelotti doit être sur le podium de ces meilleurs entraîneurs du monde, et enfin c'est purement personnel comme avis, De toute manière, là, ça peut être que subjectif, ouais. Mais oui, à mes yeux Ancelotti a une plus grande aura qu'un Guardiola à l'heure actuelle, parce qu'il a gagné partout où il est passé, sauf Everton, voilà, c'est peut-être la petite déception. Mais c'est un entraîneur qui a révolutionné un petit peu son époque, qui a gagné avec Milan, qui a su se réinventer pour gagner avec le Real Madrid, avec Chelsea et compagnie. Et à mes yeux, voilà, il n'y a pas de... Enfin, dans les entraîneurs actuels, Guardiola est encore un peu en dessous sur Ancelotti. Mais... Moi, je suis pas d'accord avec ça, dans le sens où, justement... Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, ça dépend du contexte. Carlo Ancelotti, encore une fois, a besoin d'une grosse cylindrée pour performer, parce qu'il ne gère que pas que ses réducteurs. Mais en tout cas, il est vraiment dans son élément avec les plus grands joueurs. Et il n'a rien apporté au football dans son aspect tactique. Alors que Guardiola, c'est l'une des plus grandes révolutions de l'histoire du football. Oui. Le contre-pressing, le football de possession, la ressortie de balle du gardien au pied. Il y a un avant et un après Guardiola. Il n'y a pas d'avant-après Ancelotti. Je pense que si, mais c'est subjectif. Comme et en quoi dans ces cas-là? Parce que Ancelotti a quand même réussi à créer des... Enfin, c'est pas forcément sur l'aspect purement footballistique, mais c'est aussi par l'aspect créer des groupes, créer une unité, etc. Comme Ferguson, à mes yeux, je suis d'accord qu'il se rejoigne. C'est quelqu'un qui a un management et un sens du management qui est impressionnant, et il a juste à claquer du bout des doigts pour que le plan se mette en place, et ça aussi, ça compte à mes yeux. Et il y a une préparation autour du match qui fait que... il se trompe rarement quand même. Hein. Tu penses aussi, Davy, pas comme Quentin, qu'il y a un avant et un après Ancelotti dans la gestion de groupe? Non, c'est pour ça que pour moi... Non, dans le sens où... C'était clair. Non, dans le sens c'est pour ça que pour moi, Ancelotti rentre vraiment dans la catégorie des coachs qui ont des accomplissements qui leur permettent d'être là. Mais pour moi, il révolutionne rien du tout. Même avec Milan? Ouais, mais même... Enfin... Parce que quand il arrive avec Milan, il est réputé pour ses choix tactiques, sa connaissance du jeu et sa science du placement, etc. Ouais, mais il fait suite à un Arrigo Sacchi qui avait quand même lui il est bas. Non, mais c'est le bon élève de Arrigo Sacchi. Et puis il avait... Ce n'est qu'un disciple du maître qui lui a vraiment apporté quelque chose pour le coup. Et avec une équipe extraordinaire. J'entends aussi, ça, ouais. Oui. Mais bon, Guardiola, c'est pareil. A gagné davantage que Arrigo Sacchi. Totalement. Et parce que Arrigo Sacchi est un génie tactique, mais probablement un malade mental sur le management. Après, je pense que Ancelotti figure là aussi, peut-être parce que c'est jusqu'à 2021 et qu'il n'y a pas eu la dernière Ligue des Champions remportée avec le Real Madrid. Peut-être que Ancelotti est pénalisé par ça et qu'il aurait été dans le top 3. Après, ce serait pas illogique qu'il passe devant Mourinho. Devant Guardiola, non. Non, clairement pas, parce que Guardiola... Et Mourinho, tu le sors du podium? Ouais, je pense. Potentiellement. Là, Alors que lui a gagné partout où il est passé. Ouais.
Sauf Tottenham. Sauf Mais Tottenham, bon. mais on l'a empêché de gagner. Ouais, On l'a puis empêché. Tottenham, c'est un club à Non, part. pour moi, bon, je suis un énorme fan de José Mourinho et évidemment que pour moi, c'est un des top 3 meilleurs entraîneurs du monde ou bien un top 4, voilà, avec Ancelotti qui commence à avoir des arguments. Mais oui, enfin, voilà, Ancelotti commence à peut-être avoir un tout petit peu plus d'arguments, mais José Mourinho fait absolument pas tâche là. Je sais qu'il pourrait faire débat où certains minimiseraient un peu son histoire, mais José Mourinho reste un entraîneur extraordinaire qui a aussi eu un impact énorme sur les équipes qu'il a dirigées. Moi, j'adore t'entendre parler de José Mourinho. Quel est le plus grand achievement, accomplissement en français, de José Mourinho dans le football selon toi? Bah, tu connais sa réponse à lui, hein. Dis-moi. D'avoir été deuxième avec Manchester United. Ouais, mais c'est vraiment une réponse de José Mourinho. Parce que bah oui, t'inquiète pas que personne n'oubliera sa C1 avec l'Inter ou sa C1 avec Porto. Mais quand il dit ça, c'est juste pour dire hey, j'ai fait ça aussi. Et je pense que la Champions avec Porto, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est vraiment très très gros. Puis son arrivée à Chelsea aussi, c'était un jeune coach qui venait. Voilà, il venait de gagner la Ligue des Champions, évidemment, mais avec son arrogance incroyable, et il arrive, il dit voilà, moi je fais pas partie du lot, moi je suis un special one. Lui, justement, c'est ça, je vais rebondir là-dessus, c'est qu'il a changé le mode de communication de l'entraîneur. Et ça, il va laisser une trace indélébile, et Guardiola s'en inspire aujourd'hui. Alors qu'il était beaucoup plus lisse avant, aujourd'hui. Il n'hésite pas à tacler un petit peu les journalistes, à chambrer un peu tout le monde. Et je pense qu'il s'en est vraiment inspiré de sa communication. Quand il dit je sors Haaland en FA Cup pour pas qu'il batte le record de Messi, c'est vraiment exactement. C'est du Mourinho. Et Mourinho est un des peut-être premiers entraîneurs genre plus star que les stars dans son équipe en fin de compte, où il est et d'ailleurs regarde à la Roma aujourd'hui. À la Roma aujourd'hui, mais je veux dire, il l'a souvent utilisé aussi pour enlever la pression sur ses joueurs. Et d'ailleurs aussi, c'est un des entraîneurs. Parce qu'en fait, souvent, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce que les joueurs pensent de leurs entraîneurs passés, tu vois. Vous voyez. Et donc, par exemple, Guardiola, il y a quand même pas mal d'anciens joueurs à lui qui le critiquent. Et José Mourinho, c'est super rare de voir des joueurs qui vont dire du mal de lui. Des joueurs qui ont été sous ses ordres. Voir avec qui il a été en conflit. Genre, moi je pense qu'un des exemples les plus parlants, c'est le gardien du Real, j'ai plus son nom en tête. Casillas. Merci. Casillas, qui l'a foutu sur le banc et qui a mis Diego Lopez à sa place, etc. Et il dit, José Mourinho, je me suis battu avec lui, etc. Mais qu'est-ce qu'il m'a appris? Et il y a beaucoup de joueurs avec qui il a été en fight, mais qui te disent. Bon, quand même, j'ai beaucoup appris avec lui. Après, il y a quand même quelques joueurs récemment, il y a Pogba notamment. Où ça s'est pas très bien passé et il a pas gardé. Il a des choses à se rapprocher aussi, non? Oui, mais c'est ça. C'est que aujourd'hui, si tu regardes les joueurs en qui Mourinho avait placé sa confiance et qui n'ont pas réussi à se mettre à ce niveau-là, on a du Dele Alli qui a complètement disparu. Non, mais c'est pas mais c'est de sa faute. Mais comme Pogba, tu vois. Oui, c'est ça. C'est que ces deux joueurs qui avaient un potentiel monstre, notamment en club, pour Pogba, parce que je vais quand même pas le mettre sur le même palier que Dele Alli, mais ces deux joueurs qui avaient un talent monstre et qui n'ont pas réussi en club à atteindre leur plein potentiel. Mais ils n'ont peut-être pas mesuré non plus l'opportunité, la chance de pouvoir travailler avec José Mourinho, là où d'autres joueurs justement ont vraiment saisi cette opportunité. Et regarde, pour aujourd'hui il y a un joueur, c'est Zaniolo par exemple, qui a pas refusé de prolonger, qui est parti. Enfin, après, je veux pas retirer les torts de Zaniolo, etc. Maintenant, il y a quand même un avant-après sur José Mourinho, et je pense que c'est après Real, vraiment après le Real, où avant, comme tu disais, il avait une communication où il se mettait en avant, mais pour le bien de son équipe et pour les résultats de son équipe. Et aujourd'hui, je trouve que parfois c'est contre-productif. La manière dont il gère ses joueurs à la Roma, parfois, où il les blâme pour des choses dont il peut être responsable. Pareil dans sa gestion à Tottenham, d'une certaine manière dans son deuxième passage à Chelsea, il était vraiment
il est parfois dans ce côté spectaculaire pour son mythe, pour sa légende. Je trouve que ça a changé après son passage à Tottenham, justement. Là, il est redevenu un petit peu plus apaisé, un peu plus. Parce qu'on est moins enclin à suivre la Serie A, Quentin. Non, je t'assure, j'ai regardé beaucoup de ses conférences de presse et il est davantage dans le protectionnisme de son groupe. Et c'est rare que justement il critique ouvertement ses entraîneurs. C'est arrivé 2 fois là récemment. Quand il fait jouer sa deuxième équipe en Conference League là et qui dit mais c'est normal qu'on perde contre un club de Suédois de je sais pas où et qui dit c'est normal mes joueurs sont moins bons qu'en face, c'est pas normal. Moi je vais être gentil avec Mourinho là, mais non mais je veux dire. Au final, imagine un peu imagine son histoire à lui et de devoir aujourd'hui se contenter d'entraîner des équipes comme Tottenham et la Roma. Non, dans le sens, ça doit pas être. Évidemment, il le mérite puisque voilà, lui-même, c'est vrai qu'il s'est dégradé un petit peu, mais c'est vrai que ça doit pas être évident à gérer non plus. D'entraîner des équipes comme Tottenham ou la Roma quand tu as eu un grand Real Madrid, un grand Chelsea, etc. Mais il a fait gagner la Roma. Et c'est là où c'est ça qui est encore extraordinaire. Mais je veux dire, il a rien gagné depuis 20 ans. Il a des challenges très différents que les challenges des gros clubs. Il a des challenges très différents que les challenges qu'il a eu dans les gros clubs. Et c'est vrai qu'il doit faire avec des outils différents, avec des ambitions différentes. Et ça doit être un tout petit peu frustrant pour un entraîneur de ce standing-là. De la même manière qu'on parlait de Ancelotti quand il était à Everton, voilà, qui n'était pas en pleine puissance, en plein maîtrise de ses moyens, de la même manière que José Mourinho l'est aujourd'hui à la Roma. T'as raison. Moi, je voulais relever l'absence de Elenio Herrera et Valeri Lobanovski, qui ont été des entraîneurs justement révolutionnaires du football. Si vous ne connaissez pas ce bouquin, Les entraîneurs révolutionnaires du football, je vous invite à le lire parce que c'est vraiment un extraordinaire livre sur l'histoire du foot et sur les coachs. Mais tu m'as convaincu un petit peu avec la présence de Rinus Michel, de Johan Cruyff et d'une certaine manière de Hans Stapel. Donc peut-être que leur absence pourrait se discuter, mais d'un côté, il y en a d'autres qui sont là pour compenser. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une proportion de ChatGPT à être super anglophone, tourné anglophone, que ce soit dans le fait que Sir Alex Ferguson soit premier, mais la présence de Bill Shankly et de Bob Paisley, même si elles se défendent. Ouais, et j'ai l'impression Shankly, il a quand même laissé un sacré héritage. Je suis totalement d'accord, au moins Paisley alors. Mais non, mais tu vois, on pourrait peut-être débattre de ça, tu vois. Ouais, ça c'est sûr. Et est-ce que Unai Emery Non, mais c'est une vraie question. J'en peux plus, je mets le côté Aston Villa de côté. Oui. Est-ce que Unai Emery d'ici... Non, pardon, je vais pas le faire. Oh là, on a fait non, mais est-ce qu'il ferait pas partie, peut-être pas des 10, mais des 20 meilleurs entraîneurs de l'histoire du foot? Ouais, mais t'en mets plein. Bah non, là, avec tous ceux qu'on a dit, entre Arsène Wenger, ceux qu'on a cités, etc., j'en mets d'autres avant Unai Emery. Ah ouais? Ouais. Mais il est jeune encore, hein. Laisse-le finir sa carrière, mais je veux dire, là, à l'heure actuelle, le mettre dans le top 10, c'est insultant, tu vois. Ne serait-ce que... Non, pas le top 10. Ouais, non, dans le top 20, en bas, top 20 peut-être. Mais alors, même Bielsa et des mecs comme ça, tu peux les considérer, tu vois. Moi, j'y ai pensé. Ça se défend qu'il soit dans le top 10, à mes yeux. Bielsa, moi, j'adore, mais... il y a un moment... C'est dur de le mettre dans le top 10. Mais tous les entraîneurs qui sont ici disent que... tous les entraîneurs encore actuels disent que Bielsa les a influencés. C'est l'influence. Si on fait un classement des coachs les plus révolutionnaires ou qui ont un peu influencé ou qui ont changé le foot, je suis d'accord. Maintenant, si tu fais un meilleur coach de l'histoire, c'est-à-dire que tu dois gagner. Non, mais plus que ça. Il y a une équipe à gérer, il y a une équipe que tu dois faire gagner. Avec tout le respect que j'ai pour Marcelo Bielsa, je suis pas sûr que là, il mérite d'y figurer. Non, top 10 difficile, mais top 20 large, tu vois. Je sais pas, franchement, ça se débat. Il faudrait faire un top 20 et voir un peu les noms. Parce que, encore une fois, on a cité des noms qui n'y sont pas. T'as dit Arsène Wenger, on a dit Lobanovski, on a dit Herrera. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Zidane. Enfin, si on veut, d'une manière ou d'une autre. D'une certaine manière, peut-être. Van Gaal qui n'y est pas. Van Gaal, ouais. Enfin, franchement, il y a des gens qu'on pourrait citer. Ouais, il y en a plein. Christophe... Non, pardon. Pardon, ça m'a échappé. Didier Deschamps ? Non, mais non plus, faut pas déconner. Arrête. Mais moi, Unai Emery, je reviens dans 10 ans faire le débat. Hein. On revient dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans, place des grands hommes. Raymond Goethals. Raymond Goethals, à Marseille, en tout cas, il fait partie des meilleurs. Ouais. Raymond La Science.
Bon, on est bon sur les coachs. Je pense qu'on va passer aux joueurs pour finir. Donc on a fini par demander à ChatGPT son top 10 cette fois-ci des joueurs de football du 21e siècle. Et ça commence par Paolo Maldini en numéro 10, Francesco Totti, Kaka, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Neymar, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Est-ce que ChatGPT est un footix, Quentin ? Voilà, 100%. Alors là, c'est le top 10 le plus millennials qu'on ait jamais vu, quoi. Je suis désolé, mais... désolé, boomer. Non, mais là, c'est pas possible. Enfin, Neymar, 5e, ça va, quoi. Ça va, quoi. Ouais. Une émission sérieuse. Voilà, on a une émission sérieuse. Je voulais un peu le mentionner. Non, mais il y a beaucoup de très bons joueurs, là. Enfin, de très grands joueurs, forcément. Mais il y a aussi beaucoup d'incohérences à mes yeux. Il y a des joueurs qui, à mes yeux, sont pas forcément les top 10 de leur époque. Et il y a un autre côté aussi que j'aimerais prendre en compte, c'est qu'il y a certains joueurs qui sont présents dans ce top 10 qui n'ont pas forcément brillé le plus au 21e siècle. Je pense notamment à un Maldini, qui à mes yeux... Il a joué 2 ans au 21e siècle en même temps. Non, il a joué 9 ans. J'ai regardé... non, il a sa carrière en 2002. 2009 ? Oula. Non, mais il me semble qu'il est là en 2004 à la finale de Milan. Donc, il finit en 2009. Genre là, et il commence en 85, si mes souvenirs sont bons. Donc, petite longévité. Donc voilà, c'est ça. Mais tu vois, à mes yeux, Maldini... il a brillé dans les années 2000, ça forcément, notamment en 2004, plusieurs années en Ligue des Champions, etc. Mais tu ne catégoriserais pas comme un joueur du 21e siècle. Exactement, c'est ça. Je catégoriserais davantage sur un joueur du 20e siècle, quoi. Et fin du 20e siècle, forcément. Mais voilà. Et puis un autre joueur où je ne suis pas forcément d'accord, c'est Kaka. Ça a été un joueur fabuleux, rien à dire là-dessus, mais je lui trouve pas un prime suffisamment long pour le mentionner dans les 10 meilleurs joueurs du 21e siècle. Neymar, joueur fabuleux, un talent indéniable, je le mettrais pas forcément dans mon top 10 des meilleurs joueurs du 21e siècle. Non, moi non plus. Hein. Et Ronaldinho, c'est la même chose en fait. C'est que Ronaldinho, je suis pas d'accord, par contre. Mais tu vois, c'est vraiment un truc hyper personnel, côté affectif, etc. C'est un joueur qui te donne des étoiles dans les yeux, mais non, mais sa carrière est pas forcément aussi brillante que il gagne tout, qu'on peut. Il gagne tout. Ça, oui. Il gagne tout, et je suis d'accord. Alors là, on va revenir un peu au début de l'émission sur ton Maradona qui a eu 3 à 5 ans de prime. Je pense que tu as 3 ans de prime avec Ronaldinho. Allez, un peu plus peut-être, Ronaldinho. Honnêtement, même pas. Ses premières années au Barça. Ouais, ses premiers, il arrive, il est un peu sérieux. Deuxième, non, même son passage au PSG, il m'a fait rêver. Vraiment, moi, je suis venu au football. J'ai aimé le football parce que Ronaldinho jouait au football. Vraiment, et c'est une des grandes parts pour lesquelles j'ai beaucoup aimé le PSG, même si je viens de Paris, etc. Genre, Ronaldinho, j'aurai toujours cette image dans mon cœur et dans ma tête, il fait le tour du monde avec la balle en jonglant, ce qui est rien. Et là, je me dis, wow, il est ouf ce mec. C'est ça, mais qu'en fait, tu penses à la pub Joga Bonito, et puis... Non, mais même, genre, au-delà de ça, c'est un joueur, genre, j'ai jamais vu... un autre joueur, même si Messi est le GOAT, ce que tu veux, j'ai jamais vu un joueur qui faisait avec le ballon en match ce que faisait Ronaldinho. Je suis vraiment. Et je trouve que rien que pour ça, il mérite d'être dans ce classement. Et parce que même si ça a été court, les accomplissements sont là. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Liga, c'est lui qui fait revenir le Barça d'une période qui était pas ouf vers le top, etc. C'est genre, je sais pas, il y a un côté legacy avec Messi qui lui reprend le numéro 10, etc. Enfin, je sais pas. Mais sur les meilleurs joueurs du 21e siècle. Vraiment. Ouais, en fait, moi, exactement, là je rejoins Alexis, c'est pour ça qu'il est dans les meilleurs joueurs du 21e siècle, mais pas dans les meilleurs joueurs de l'histoire, tu vois. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Mais là, il est légitime. Mais après, il y a plein d'autres joueurs, enfin, je sais pas, mais un Agüero... attendez, avant de parler d'Agüero, un mec dont on a parlé dans le meilleur 11 en début d'émission et qui est pas là, c'est scandaleux. C'est Sergio Ramos. À quel moment Sergio Ramos n'est pas dans ce top 10 ? Bien sûr. Enfin, même Dani Alves, on en a parlé, mais Dani Alves, il a sa place. Sergio Ramos, il a sa place peut-être dans le top 10 all-time. Genre, clairement. Et puis, bon, si on parle des gens qui manquent, moi je trouve que oui, Sergio Ramos, même Carles Puyol.
Il ferait pas Oui, tâche. Moi, Bah, personnellement, et- je le ferais pas. Ah, bah oui, et puis après, Mbappé. En vrai, c'est récent, mais il a déjà sa place dans ce top 10-là. Même Oui. si sa carrière s'arrête aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais là, c'est peut-être là où on atteint les limites du truc, c'est que 2021. ouais. Ouais, d'accord, mais je veux dire, donc Non, si on mais- discute nous entre nous sur là, avoir un top 10 des meilleurs joueurs du 21e Pareil. siècle, Ouais, bah ouais. ouais, pourquoi pas en fait. Hein. Mais ouais. Et puis, Non, et puis Ronaldo 9, non? Enfin, R9. ouais, Non, mais mais comment ouais. quand même. Enfin, ouais, bien sûr. Ouais. Bah même C'est un Zlatan, on ballon en d'or parlait en aussi. 21e. Zlatan, Zlatan, Moi, c'est je pas l'ai- je l'ai incohérent. mis avec un point d'interrogation. C'est marrant. Je me suis ouais, il est entre la 10e et la 15e, je pense. Et Karim Ah ouais, Benzema. il est par là. Benzema, Benzema 100%. mérite vraiment. Peut-être 100%. Lewandowski. Enfin voilà, c'est des joueurs qui feraient Ouais. pas du tout tâche. Mais par contre, moi, il y a un joueur. Il y a pas un gardien. Hein. Manuel Neuer, il fait pas. Mais au moins, ce qui est intéressant, contrairement au 11, c'est que là, il y a vraiment des joueurs à enlever. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, là, Ouais. par exemple, pour moi, Et Totti, Francesco Totti, Ouais. c'est un scandale. bon, c'est Non, pas, mais c'est non, un scandale. C'est pas un Mais scandale, mais, mais- c'est un joueur qui est pas top 10. mais il est même pas top 20. Oh, quand même. Mais en quoi Mais alors, bon. donc 2 secondes, je vais l'argumenter parce Ouais. que là je le dis fort, etc. Mais parce que vraiment, bon, niveau des Totti, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Roma, ça s'arrête là en fait. C'est même pas le meilleur joueur du 21e siècle de l'Italie. C'est peut-être même pas le top 5 des meilleurs joueurs de l'Italie au 21e siècle. Ah ouais? Tu mets qui top 5? Ben, rien que par exemple, donc lui, son seul titre majeur, on va dire, c'est la Coupe du Monde 2006, où il est un joueur secondaire dans cette Coupe du Monde. Une Serie A avec la Roma. Ouais, une Serie A avec la Roma. Demi-finale de. Bon, après, c'est pas un titre, mais. Oui, il a gagné 2 coupes avec la Roma, il a Non, gagné une Serie A avec la Roma. Et une demi-finale de Champions League. Ouais, mais demi-finale de Ligue des Champions, enfin, si ça on doit compter pour pouvoir apparaître Non, mais dans un c'est top la Roma. 10. Ouais, C'est d'accord, la- ok, mais c'était Et- une Roma et pas mal. c'est- Non, mais par exemple, par rapport à l'Italie, donc son titre majeur, comme on dit 2006, Coupe du Monde, mais c'est un joueur secondaire dans cette équipe Oui, ça, d'Italie. oui. Non. Del Piero est un 100 fois plus gros joueur. Si, mais non, tu dois. t'as raison. Moi, Sur j'aime bien la- les sur comparer, 2006, tu vois, parce que je suis souvent, d'accord. on a Mais le même- souvenir de Totti. Même Mais Del Zambrotta Piero et compagnie. est un c'est- joueur oui, qui oui. mérite 100 fois plus sa place là. Et que attends, Totti, parce que du parce coup, que ça me il- fait penser à un autre joueur, c'est Buffon. Ah Ouais. oui. Buffon. Non, Neuer, enfin, on peut en citer ouais. plein. Hein. Bien sûr. Mais pour moi, quand tu mets Totti, c'est vraiment, il n'est pas du tout justifié d'avoir cette place-là. Du tout. Et par exemple, comme je le dis, je peux le mettre facilement en comparaison avec Del Piero, parce que c'est la même époque, même pays, même championnat, etc., avec beaucoup plus d'accomplissement du côté de Del Piero. Donc tu te dis, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Et Vraiment, après, il y a qu'est-ce qu'il aussi fout le là, côté, Totti il y a aussi C'est le très côté, grave. il est resté toute sa carrière à la Roma. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que t'as une. Dans ton, Après, dans ton Del Piero, il est jugement, quasiment pas- c'est. Quoi, C'est ils pas veulent l'Australie le qui- féliciter parce qu'il a été à la Roma. Ça va. Gentility. Non, mais Ah, vraiment, franchement, moi je trouve que c'est honteux. Et puis on a parlé de Neymar. C'est honteux parce que Neymar, il fait un excellent début de carrière et tout. D'office, il mérite là. Mais enfin, il mérite parce qu'il aurait pu être un énorme joueur, etc. Mais il n'est pas dans le top 10, malheureusement. Et, du 21e à mes siècle. yeux, parce que si on prend un peu la période, à mes yeux, Suarez Ah, Luis mérite Suarez, d'être plus Évidemment, haut que. Suarez, que Neymar. Totalement. Ouais. Voilà. Même ça, c'est Torres et compagnie. Enfin, il y a eu Fernando, je des. sais pas. Non, Torres, Non, peut-être pas, mais- mais Agüero, tu l'as mentionné, Non, oui. C'est ça, Agüero, c'est oui. ça. Mais Torres, c'est plus Non, mais pour le Kevin côté De Bruyne. Liverpool, Kevin De Bruyne. Kevin De l'Espagne Bruyne. et compagnie. Mais oui, bien sûr. Bah, Modric, il est pas là. Non, Modric, c'est pas là. Enfin, il y a c'est trop une d'absents. aberration, quoi. Il y a ouais. trop d'absents avant de. Mais bon. Oui, oui, Et ça, donc ça, c'est un bon petit débat qu'on peut poser sur les réseaux sociaux. C'est Le top 10 faire des gens. votre top 10 des. Totalement. Ça, Comment- c'est un truc. Commentaire, n'hésitez Mm. pas. Non, ouais, et Kaka, je suis d'accord avec toi aussi, c'est pas Ouais. justifié, quoi. Il a un ballon d'or en fait. Et il y a un côté quand tu. Ouais, mais- Il a été le meilleur joueur du monde une année sur Ouais. une saison où c'était. Non, mais il marchait sur le. Non, mais regarde, Mais Shevchenko top 20, a marché sur l'Europe un moment. Je suis d'accord. Est-ce qu'il mérite d'être mentionné? Non. Ouais, dans les joueurs du 21e siècle. Mais il gagne ouais, la t'as Coupe du raison. Monde, Kaka. Non, il hein. mérite pas, quoi. Enfin, c'est. Kaka, il gagne la Coupe du Ouais, Monde. mais Non, t'as raison. enfin, tu l'as dit, c'est pas un acteur majeur de cette Coupe du Monde. Hein. Non. Non. Non, c'est pour Ah. ça Ronaldinho a beaucoup plus sa place que Kaka, tu vois, Mm. pour moi, dans ce classement. Ça, c'est... Kaka, il gagne la Coupe du Monde. Bah, en 2002, il est déjà là, non? Il est déjà là. Je sais plus. Je crois pas. Je suis pas sûr. En fait, je me Je souviens sais plus. plus. Ouais, c'est. Mais en tout Non, cas, non, je me souviens plus. C'est pour ça. C'est Ouais. possible, mais je me souviens plus. ça aussi, dites-le nous en commentaire. hein, si on s'est trompé. Non, bon. mais oui. Enfin, de toute façon, s'il est là, il a quasiment pas joué. J'ai plus aucun souvenir, donc on va pouvoir Mais bon, regarder. bref. Mais en tout cas, voilà, la carrière de Ouais, Kaka, ouais, il est là en 2002. Et
Est-ce qu'ils gagnent pas les Jeux Olympiques aussi? Ouais, mais bon, ça va, on est une émission ça, on sérieuse. compte pas, Oui, parce C'est que bon. Neymar a gagné les Jeux Olympiques. bâtard. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Et Messi aussi. On n'est même pas rentré dans le débat, mais on le survole quand même. Messi 1, Cristiano 2. Ouais. Bah, logique, non Bah après, Moi, je suis d'accord, mais bon, je pense si qu'on on se s'arrête à quand même. 2021, Ouais. pas sûr. Oui, Pas parce sûr. que oui. Parce qu'il y en a un qui vient de gagner l'Euro et voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, avec la Coupe du Monde 2022, Ouais. débat est clos, hein, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, il doit vraiment revoir son 21e siècle. Après, c'était Parce que- 3.5, on n'a pas pris GPT-4, mais peut-être que si on demande à GPT-4, Ouais, il te- parce que là, c'est vraiment catastrophe. Il faudrait le comparer, quoi. Là, c'est Footix de chez Footix. de ouf. Bon, en tout cas, franchement, moi j'ai adoré ce format parce que ça nous a vraiment permis de parler un peu de l'histoire du foot en général, C'est clair. de nos joueurs, de ce qu'on aime un petit peu dans le foot, de ce qu'on aime voir. Franchement, on refera un truc dans le genre, je sais pas comment, mais je trouvais ça cool d'une autre manière. Je pense qu'on vous demandera vos opinions foot et on en discutera un jour à l'occasion. En tout cas, voilà, si vous continuez de kiffer le programme, si vous êtes toujours là, j'imagine que c'est parce que vous avez kiffé justement. Likez la vidéo, je vous demanderai jamais assez, commentez, venez partager avec nous ce que vous pensez de l'émission, ce que vous aimeriez comme thème de débat qu'on aborde ici, et puis de toute manière on fera ça et on y réfléchira. Merci de nous soutenir. Davy, Quentin, merci beaucoup, c'était cool de discuter foot comme ça avec vous. Merci à tous, on se retrouve très très vite et toujours au top. Salut. Ciao. Bye.